Je vous souhaite un accueil très chaleureux à la 7e édition des Gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte. Je m'appelle Agneta et je suis très heureuse d'être votre hôte aujourd'hui. Les Gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte est une initiative des Brahmakumaris pour sensibiliser, créer un espace afin que nous puissions apprécier et aider cette grande merveille verte qui se développe à travers la région du Sahel en Afrique. L'initiative Les Gouttes de paix est une initiative et une opportunité de faire partie de cette merveilleuse solution face aux nombreux défis du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la dégradation des terres. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près l'avancée de la Grande Muraille Verte au Nigeria. Et nous nous concentrerons également sur la manière de créer une prise de conscience par l'introspection. Ainsi, tout ce que nous faisons peut également devenir un moyen efficace d'aider. Il y a une fable sur un aigle qui pensait qu'il était un poulet. Car quand l'aigle était petit, il tomba hors de son nid sécurisé. Et puis, un éleveur de poules trouva l'aigle, l'a amené à la ferme et l'éleva dans un poulailler parmi d'autres poulets. Alors, l'aigle a grandi en pensant et en faisant tout comme les poulets. Il vivait comme un poulet et croyait qu'il était un poulet. Un jour ensoleillé, il eut le courage et sa véritable conscience s'éveilla. Il déploya ses grandes ailes, s'envola et devint ce qu'il était, le roi du ciel. Aujourd'hui, c'est une invitation pour tous ceux qui regardent cet épisode. Une invitation à avoir un moment d'introspection, à aller à l'intérieur de soi et à redécouvrir ma conscience réelle, à voir le grand potentiel qui se trouve en moi, voir que je suis un être pacifique, aimant, courageux, compatissant et puissant. Et étant conscient de cela, je peux effectuer un changement. Maintenant, détendons-nous, réfléchissons et redécouvrons qui nous sommes vraiment. Ensemble, nous pourrons co-créer cette grande muraille verte. Appréciez le programme. Quand on vit dans ce monde matériel, il est facile de confondre l'illusion avec la réalité. Lorsque j'utilise uniquement les yeux pour naviguer dans ce monde, je deviens myope, me limitant à des images qui n'apportent que des gains temporaires. Maintenant, je souhaite sortir de cette existence limitée pour voir ce qui compte vraiment dans ma vie. Pour cela, je dois prendre conscience de moi-même, de qui je suis vraiment. C'est cette prise de conscience qui m'aidera à créer des liens solides avec les autres, avec la nature et avec les éléments. Je prends un moment maintenant pour me voir au-delà
de la simple forme physique. Je laisse émerger l'image de mon vrai moi. Je suis lumière, énergie spirituelle. Je concentre mon attention sur moi-même en tant qu'être spirituel de lumière. Cette prise de conscience me donne du pouvoir. Je suis lumière. Cette prise de conscience apporte la paix dans mon esprit et la joie dans mon cœur. Ce sont les caractéristiques naturelles de mon vrai moi. Ce sont mes vraies qualités, mon véritable état d'être. En restant dans cet état de conscience, je me sens complètement paisible. La paix est mon véritable état d'être. Je suis la paix. Permettez-moi de réfléchir à cela un instant. Avec un état d'esprit paisible, je regarde à travers les fenêtres de mes yeux. Je vois mon environnement avec une vision nouvelle. Une attitude et un sentiment de bienveillance et d'appréciation pour chaque chose et pour toute personne. La puissance de ma conscience spirituelle me donne une véritable perspective de mon monde. Un monde où la transformation est possible. J'ai projeté ma vision apaisée plus loin au Sahel. Je vois les visages de nombreux habitants de la région gravés de tristesse et de désespoir. Alors que je canalise des rayons de paix vers tous les habitants de la région, j'observe la transformation progressive de la tristesse en joie et du désespoir en espoir. Cette transformation suscite l'enthousiasme et la détermination à redonner à leur région son état d'autrefois florissant. Je continue de déverser des rayons d'espoir sur les gens, la terre, et de permettre à la magie de la transformation de s'opérer. La conscience me permet de donner de manière naturelle, pure et de façon désintéressée. Lorsque nous pratiquons la conscience spirituelle, nous irradions naturellement la lumière dans le monde
qui répond aux besoins de celle-ci, quel que soit le besoin. Faisons le vœu de prendre chaque jour des moments privilégiés tout au long de la journée pour envoyer des rayons de paix au travail de la Grande Muraille Verte. Merci. Le souverain de la Grande Muraille Verte. Il était une fois un souverain qui régnait sur une riche contrée dont il n'avait véritablement pas connaissance de l'étendue de ses richesses. De la faune à la flore, comme du sol et du sous-sol, tout y foisonnait et le souverain s'en donnait à cœur joie. Très ambitieux, le souverain se dit comment m'offrir une fortune confortable et bâtir la cité de mes rêves. Il mit alors en place une collecte d'impôts auprès des populations. En retour, le souverain s'occuperait des doléances des populations telles que les voiries, les déchets des ménages, la sécurité, la justice et bien d'autres commodités d'intérêt général. Ensuite, il se hâtait en cas de besoin de distribuer des terres pour des exploitations variées. Le temps passa et les activités devinrent florissantes. Au regard de l'abondance des ressources générées par ces différentes exploitations, ses collaborateurs augmentaient le taux d'impôt sur les minerais ainsi que les impôts sur l'activité des étrangers. Ceci a contribué à accroître non seulement les revenus du souverain, mais également son insouciance. La spirale de l'augmentation continuelle des impôts aboutit à l'introduction d'une nouvelle taxation dans la société sans consultation préalable du souverain, à l'exemple de la fourniture de l'eau au palais du souverain pour chaque ménage. Le monarque ne se souciait autre mesure du sort de la population, laquelle était à sa disposition pour satisfaire ses désirs. Puis vient le mariage de la fille aînée du souverain, événement très attendu par la population qui s'était désormais habituée aux faces dont seul le gouvernement avait l'exclusivité. Les convives, malgré la délectation manifeste devant de nombreux et différents plats proposés, avaient un seul sujet de préoccupation, la décoration florale du palais à cette occasion. La grande partie des dites fleurs était importée et le budget irrélatif n'était pas des moindres. Mais pour le plaisir du souverain, que pouvait-on pas se permettre? Ce dernier, ayant pris conscience de cette déraison, répondait par une ritournelle. Ma fille, n'est-ce pas magnifique cette superbe salle? Pour mériter de tels égards, je me suis engagé personnellement à payer ta dot. Vous devriez assurément m'en être reconnaissant. Déplaçant ainsi le sujet, il ne saurait ce que dérangeait son peuple à ce point. L'opulence avait fait corps avec le souverain. C'est dire combien la population n'était pas aussi dupe. Le temps passa encore et le souverain se vit vieux, mais si riche que les autres contrées ne parlaient que de lui et de ses richesses, étant donné tous les plaisirs qui s'offraient autant qu'à ses populations pour les maintenir sous sa domination. C'est alors qu'un sage vient lui raconter l'histoire épique de la vie du lion, roi de la forêt en ces termes. Quelle que soit la longévité d'un lion, il mourra éventuellement misérable. C'est ça la vie. Le lion pourrait mourir jeune de blessures contractées lors de la défense de son orgueil, ou alors il pourrait mourir vieux, affaibli par l'âge, certes au top de sa forme. Il règne, chasse à satiété d'autres animaux, les attrape, les dévore et laisse leur carcasse aux hyènes et aux charognards. L'âge vient vite et le vieux lion ne peut chasser ni tuer, encore moins se défendre lui-même. Il rugira jusqu'à épuisement, mais il sera encerclé et mangé par les hyènes. Celles-ci n'attendront même pas son dernier soupir avant de le démembrer.
La vie est courte et le pouvoir éphémère. C'est alors que le souverain ressentit la peine de ce qui se passait autour de lui. Les animaux se faisaient de plus en plus rares, les fleurs avaient totalement disparu et la population se déplaçait sans cesse à la recherche de nouvelles exploitations, en laissant derrière elle des terres sans vie. Le domaine du souverain, autrefois luxuriant, était devenu sans abri, si bien que les toits à l'abapalable des notables, jadis sous les arbres, avaient perdu de leur superbe. Le souverain s'était muré dans les climatiseurs de son immense domaine, dont le luxe impressionnait contrastait foncièrement avec le reste de la population, sourde aux sollicitations de son peuple dont l'argent était devenu l'unique valeur. Les nantis seuls pouvaient s'estimer heureux au détriment des laissés pour compte livrés à eux-mêmes. Le souverain, après un conseil extraordinaire de son cabinet, décida de restaurer son domaine. La taxe pour fournir l'eau au palais fut alors abolie. On prescrivit à chaque ménage d'arroser une plante dans l'immense jardin du souverain. Ce fut chose faite en une saison. C'est ainsi que toutes les intelligences furent mises à contribution pour parfaire cette œuvre. Tortue, ayant appris cette restauration du palais du souverain, convoqua la communauté des animaux. Toute la faune répondit à l'appel et s'engagea à réintégrer les terres précédemment abandonnées, mais dont la verdure reprenait fièrement l'allure sous l'impulsion d'une équipe d'agronomes et urbanistes. Ceux-ci avaient précédé quelque temps avant plantation de multiples essences forestières, agricoles et décoratives. La forêt avait grandi en peu de temps et la végétation bien grasse. Chaque population fut alors invitée à s'approprier des parcelles en toute responsabilité et en faire bon usage pour le bien de toute la contrée. Une véritable révolution avec l'installation de cette clôture verte, un véritable mur naturel verdoyant autour de cette contrée quasi mythique dans laquelle il serait désormais bon vivre pour tous sans exclusivité. Asseyez-vous de manière confortable et détendez-vous. Respirez profondément. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Tournez-vous vers l'intérieur et nourrissez votre moi authentique. Pendant les 7 prochaines minutes, considérons la vertu de l'introspection et comment elle peut soutenir l'initiative de la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte est un projet innovant et audacieux. Planter une forêt d'arbres sur 15 km de large et 7000 km de long, à travers la frontière du sud du désert du Sahara. Protéger et régénérer les sols, l'eau, la biodiversité et les moyens de subsistance des populations du Sahel. Promouvoir la paix, la résilience et le bien-être des communautés. La vertu de l'introspection nous permet de soutenir la Grande Muraille Verte. L'introspection, c'est devenir ami avec soi-même et passer du temps au fond de soi en silence. L'introspection, c'est prendre le temps de se détacher temporairement du monde extérieur et se tourner vers l'intérieur pour se reconnecter à nos qualités originelles que sont la paix, l'amour et le bien-être. L'introspection, c'est explorer notre monde intérieur. C'est se concentrer sur nos propres qualités positives et faire l'expérience de manière consciente de notre propre respect de soi.
Comme un ours qui hiberne une partie de l'année, nous nous tournons vers la grotte intérieure et cherchons des réponses dans le silence intérieur. Nous calmons l'esprit et nous nous nourrissons de la mer éternelle. Nous entrons dans le silence et trouvons la vérité dans notre savoir intérieur. La vision et l'imagination sont activées. En allant à l'intérieur, nous vérifions notre inventaire de soi. Nous mettons de côté les pensées inutiles et examinons nos pensées, nos sentiments et notre âme. Nous demandons à notre cœur de nous guider et portons notre attention sur la transformation des vieilles habitudes pour en ressentir constamment rafraîchi. En expérimentant la vertu de l'introspection et en avançant avec courage dans le changement, nous recevons 1000 fois l'aide du Suprême. En allant au fond de l'introspection, nous trouvons un bassin d'énergie pure qui nous rend forts, libres et satisfaits. Nous découvrons que nous sommes en paix et nous créons une vie avec un sens et un but. Cela nous donne le pouvoir de la clarté et la capacité de discerner et de décider. Les meilleures étapes pour aller de l'avant dans toute situation. La connaissance de soi permet d'agir avec courage et coopération pour accomplir toute tâche. En allant à l'intérieur, nous nourrissons notre propre pouvoir et notre énergie. Et en connaissant notre vrai moi, nous nous relions au Suprême et bénéficions des bénédictions de la pureté qui nous recharge pour notre travail dans le monde. En nous tournant vers l'intérieur, nous développons la force d'être un véritable bienfaiteur et nous développons l'énergie nécessaire pour contribuer à des initiatives telles que la Grande Muraille Verte, qui apportent harmonie et bien-être aux autres. Restez à l'intérieur pour un moment. Et laissez votre moi authentique et pur se remplir et devenir stable. Et quand vous êtes prêt, revenez dans le plein respect de vous-même pour interagir avec le monde et apporter votre contribution unique à la création d'un monde meilleur pour tous. Om Shanti. La dégradation des terres, la déforestation et la désertification qui en découlent
sont devenus des problèmes de développement les plus urgents au Nigeria. 43% des terres du pays sont menacées de désertification et les moyens de subsistance de plus de 40 000 personnes sont également menacés. Selon les estimations, la déforestation au Nigeria détruit à peu près 2168 km² de prairies et de terres cultivées chaque année. Pour pallier à ce problème de manière holistique dans cette région, l'Union africaine a proposé une initiative. Le programme La Grande Muraille Verte est né de l'intention de la communauté internationale de lutter contre la dégradation des terres et la sécheresse, particulièrement en Afrique. Cela a vu le jour de la Convention des Nations Unies pour combattre la désertification, à laquelle le Nigeria et d'autres pays africains ont ratifié. Le programme est en fait centré sur l'établissement d'une bordure verte à travers l'Afrique, partant du Sénégal sur la côte ouest africaine à la Corne de l'Afrique. Un total de 11 pays sont membres de cette organisation. C'est une initiative ouest-africaine. C'est pour permettre à nos populations qui vivent sur ces terres dégradées de sortir de cette situation dans laquelle elles se sont retrouvées. Un des problèmes majeurs que rencontre l'Afrique en termes de sécurité alimentaire est la dégradation des terres. L'idée est de rendre les terres productives. Cela est devenu plus évident quand le changement climatique s'est accentué. Comme vous le savez, le changement climatique est un phénomène très récent en ce qui concerne l'environnement et a altéré beaucoup d'activités terrestres, spécialement avant. Les agriculteurs pouvaient prédire quand il allait pleuvoir, quand il fallait s'aimer et quelle quantité de pluie ils allaient recevoir. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur dise quand il fallait planter. Ce n'est plus le cas. L'approche de la Grande Muraille Verte a dû être repensée afin de mesurer l'impact du changement climatique dans la région. C'est Bachaka, une ville de la communauté Arewa de Kebbi State. Bachata, là où nous nous trouvons, est juste à 1 km ou moins d'1 kilomètre de la frontière entre le Nigeria et la République du Niger. Et c'est exactement à ce lieu où la cérémonie du drapeau a eu lieu. La Grande Muraille Verte est en fait un programme qui avait été initié par le Nigeria. Initialement, il était prévu rester au Nigeria, mais après il a été élargi pour couvrir à peu près 11 pays, du Djibouti au Sénégal. Ces pays sont maintenant membres de ce programme, mais c'est bien une initiative nigériane. Au Nigeria, le programme a été mis en place dans les États les plus touchés par la désertification. Ces États sont l'Adamawa, Banchi, Borno, Gombe, Chegawa, Kono, Katsina, Kebbi, Sokoto, Yobe et Zamfara. Je pense que nous devons faire un retour en arrière et se poser la question. Avant la Grande Muraille Verte, que faisaient les pays africains, tout particulièrement pays subsahariens? Chaque pays a eu différentes approches. Et même dans un même pays, prenons le Nigeria en exemple, ce que font ceux du nord-est sont différents des zones comme Sokoto, Zamfara, Gombe. Cette démarche hasardeuse n'aide personne. Ce que la Grande Muraille Verte nous apporte, en tant que peuple, tout particulièrement les pays africains, est une approche que nous pouvons appliquer collectivement. En un autre mot, ce que nous faisons dans un pays, en fonction de la spécificité de l'écosystème, le même est applicable dans les autres pays. Par conséquent, cela donne l'opportunité à un pays d'apprendre d'un autre pays ou d'une région d'apprendre d'une autre. Savoir ce que chacun fait et dans quel domaine ils ont réussi. Et bien sûr, ça va permettre à d'autres pays de corriger leurs erreurs. Et c'est très bien parce qu'en fin de compte, nous avons une approche collective aux problèmes plutôt que des approches divergentes comme c'était le cas avant. Donc c'est une très bonne chose de se retrouver dans cette position car nous combattrons un seul démon ensemble avec toutes nos ressources,
tous nos efforts ensemble afin de passer à la prochaine étape dans la lutte contre la dégradation des terres dans ces régions. La population de ces États sont plus vulnérables face aux variations climatiques et à la dégradation des terres. La population de ces États dépend fortement de cet écosystème fragile d'agriculture arrosée par la pluie, la pisciculture et l'élevage pour subvenir à leurs besoins. Ceux-ci constituent les secteurs primaires créatrices d'emplois de l'État. À peu près 2/3 de l'élevage au Nigeria et plus de 80% de la demande en légumes provient de ces régions, ce qui lui procure une position économique unique de plus de 150 millions de personnes. Je vais essayer de répartir la population en deux. Vous et moi, nous sommes des élites, des législateurs. Et la communauté, des gens qui subissent au quotidien les conséquences de la dégradation des terres. Ce sont deux différentes catégories de personnes ayant les mêmes problèmes. Pour vous et moi, c'est facile de lire les journaux, de regarder la télé, d'écouter la radio et d'être informé de la Grande Muraille Verte. Qu'en est-il de la communauté? Nous devons aller les informer. Nous devons trouver des moyens pour les informer et de les faire adhérer au projet. Dans le cas échéant, le projet échouera. Qu'avons-nous atteint en allant sur cette lancée? Nous avons pu informer les législateurs que nous avons besoin d'orienter nos politiques vers la lutte contre la dégradation des terres dans le Nord. C'est une réalité. Peut-être dirait-on que c'est une situation du nord de Sokoto. Comment cela peut-il affecter l'état de Mane River? Oui, il l'affecte. Parce que si j'habite à Sokoto et que je n'ai pas de moyens de subsistance, alors je vais migrer vers le sud. Et à cause du manque d'infrastructures et même dans les zones urbaines et semi-urbaines, l'accroissement de la population va mettre pression sur le peu de moyens que les gens ont. Et cela va affecter encore plus ceux qui résidaient dans ces endroits. Et c'est donc un phénomène global qui affecte tout le monde. Les premières personnes qui doivent impérativement être informées sont les communautés. Mais qui sont les communautés? Les communautés sont les personnes qui gagnent leur vie au quotidien de ces terres dégradées. C'est un processus perpétuel. L'idée est d'attendre le mouvement, c'est-à-dire attendre l'évolution de la dégradation vers le sud, parce que ça vient du Sahara, et faire un retour pour récupérer ce qui a été perdu. C'est le but ultime de la Grande Muraille. Une fois que vous récupérez les terres, les agriculteurs vont revenir. Je me rappelle il y a quelques années, voire quelques décennies, les gens parlaient des affrontements entre les éleveurs et les agriculteurs. Le conflit n'existait pas auparavant. Pourquoi? Parce qu'on savait que le bétail venait de si loin que le nord de l'Afrique, le Soudan, et de la partie occidentale de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée et environ. Il suivait une route particulière vers le Bénin vers Edo State et retourne par la même route. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que cette route, ce corridor, a été occupé par les agriculteurs. Mais pourquoi les agriculteurs ont-ils occupé ce corridor? Parce que les fermes où ils cultivaient ont été dégradées. Autrement dit, lorsque vous récupérez les zones dégradées, cela résout beaucoup de problèmes. Si vous regardez la carte du Nigeria datant de 20 à 30 ans, vous verrez clairement les routes des bétails. Maintenant, où sont-elles? Nulle part. Nous devons aussi comprendre que la population s'est accrue et qu'avec cette pression, chacun se cherche un lopin de terrain. Avant, quand les agriculteurs cultivaient sur un lopin de terrain, ils ne cultivaient plus sur cette terre pendant les 2 ou 3 prochaines années pour permettre à la terre de récupérer. De nos jours, ils n'ont plus ce luxe de permettre à la terre de récupérer à cause de la population, à cause de la dégradation des terres, à cause du changement climatique, à cause de tous ces facteurs. Tous ces problèmes que je viens de soulever doivent être pris en compte par le projet de la Grande Muraille Verte. Mais tout le monde doit participer. Les fermiers doivent l'accepter.
ils doivent donner des terres et participer. Ils doivent être capables de voir le sacrifice qu'ils font et puis nous allons soutenir pour atteindre nos objectifs. Les activités opérationnelles comprennent l'établissement d'une ceinture protectrice et des plantations boisées, provision d'eau et des infrastructures rurales, transmission de compétences et activités génératrices d'emplois. Nous avons eu beaucoup de bénéfices. Vous voyez même, les femmes pratiquent l'agriculture pendant la saison sèche. Et ici, vous pouvez trouver des laitues, des carottes, des pastèques et les semences que l'on peut s'aimer pendant la saison sèche. Avant, on n'avait pas accès à l'eau. Partout était sec. Mais maintenant, nous plantons avec beaucoup plus de facilité, tel que le moringa, et nous en tirons beaucoup de bénéfices des récoltes. Qu'aurions-nous pu faire à ce moment-là puisqu'il n'y avait pas d'eau? C'était pas tout le monde qui pouvait supporter puiser des puits. Maintenant que nous avons ces fourrages, même les vieilles viennent arroser leurs plantes. Et entre 17h et 18h, elles retournent chez elles. Elles partent tous les jours à leur champ pour y mettre des fertilisants. Vous voyez, si elles ne tiraient pas du bénéfice, elles n'allaient pas venir. Et cela fait maintenant 4 ans que nous profitons constamment de ces installations. L'eau est utilisée à la fois par les humains et les animaux. Si vous étiez là le matin, vous verrez au moins 500 différentes sortes d'animaux, des chèvres, des vaches, des chameaux, etc. Ils viennent tous les jours s'abreuver. Les habitants du village voisin abandonnent leurs puits et viennent puiser l'eau. En fait, à cause de l'accessibilité des forages, tous les puits ont été fermés. Plus de 600 km de ceintures protectrices ont été établis, plus de 300 hectares de vergers communautaires établis, plus de 200 hectares de plantations boisées établies, 22 hectares de jardins de légumes communautaires pour améliorer la sécurité alimentaire et pour réduire les affrontements sociaux ont été développés, 150 forages alimentés par des panneaux solaires au service de plus de 40 000 personnes. 498 jeunes formés et enrôlés des gardes forestiers, formation de 200 femmes rurales en différentes activités extra-agricoles telles que le tricotage, la fabrication de savon, des parfums et des fourneaux qui économisent l'énergie afin d'améliorer leur niveau de vie. Il y a des défis dans tout ce que l'on commence, même au sein d'une famille. Vous voulez faire quelque chose, vous allez être confronté à des défis. Vous vous asseyez avec les membres de votre famille pour trouver des solutions. C'est exactement comme cela que l'on procède au Nigeria. Dans le nord du Nigeria, vous avez des communautés comprenant à leur tour plusieurs communautés. Une collection de personnes de différents contextes sociaux, statuts sociaux et différentes cultures, même si elles parlent la même langue. Le défi ici n'est pas forcément l'argent. Parce que quand vous vous adressez au gouvernement, la première des choses que l'on vous parle est l'argent. Je ne crois pas que l'argent soit le premier défi. Le premier défi est d'amener les personnes qui sont du groupe cible à accepter la solution en se disant que c'est la solution au problème auquel ils sont confrontés. Et une fois qu'ils l'acceptent, alors le premier défi est résolu. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2013, nous avons initié un projet. Nous sommes allés et nous avons planté des plants. Le lendemain, les familles les ont tous déterrés et les ont jetés parce que le terrain appartenait à quelqu'un. Et donc, si le gouvernement ne part pas à la rencontre des propriétaires et les informer de ce qu'ils comptent entreprendre et leur dire le bénéfice qu'ils peuvent en tirer, et les associer en disant s'il vous plaît, joignons force, travaillons ensemble. Ils ne vont pas l'accepter parce que c'est le terrain familial et ils attendent la pluie pour commencer à s'aimer. Donc, comprendre la communauté est le premier défi. Maintenant, quels sont les défis que la communauté compte? La communauté n'a pas la capacité de faire ce que vous attendez d'elle pour que vous puissiez atteindre vos objectifs.
Si vous voulez avoir la capacité, vous devez vous associer au gouvernement. Heureusement, nous avons 3 niveaux de gouvernement, proche, plus proche et plus éloigné. Le gouvernement fédéral, l'État et le gouvernement local. Le tiers du gouvernement que vous devez rencontrer selon la manière que l'on procède est le gouvernement d'État. La solution n'est pas juste de rencontrer le gouvernement de commissaire comme quoi nous sommes arrivés à un accord. Non, mais plutôt, il faut avoir un engagement. En quoi consiste cet engagement? Une part de leur budget doit financer ce programme pour avoir le gouvernement fédéral comme partenaire pour accomplir le travail. De cette manière, ils vont pouvoir honorer le projet. Toute autre option sera considérée comme un projet du gouvernement fédéral. Il est vrai que le gouvernement n'a pas de terre nulle part en dehors de Abuja et Lagos. Donc, vous devez forcément passer l'État pour avoir des terres. Il faut qu'ils achètent les terres, qu'ils dépensent dessus et qu'ils engagent la communauté. Pour moi, ceux-ci sont les plus grands défis. Une fois que vous les aurez atteints, il se peut que les problèmes d'argent ou de ressources humaines surgissent. Mais de premier sort, c'est à la communauté d'adhérer au projet et de se l'approprier. Et comme je l'avais dit plus haut, nous devons commencer par la communauté. Nous aimerions que tous les gouvernements s'intéressent au programme, tous les 11 gouvernements. Un ou deux ont déjà exprimé leur désir d'adhérer au programme, ce qui est bien parce que cela montre qu'ils apprécient le résultat que l'on produit. Le gouverneur de Lagos doit accepter un tel programme parce qu'ils en parlent dans leur forum. Je peux convaincre un ou deux d'entre eux en leur disant: écoutez, j'ai appris qu'il y a un programme qui se déroule dans votre État. S'il vous plaît, adhérez, c'est un bon programme, car il va au moins diminuer la migration de la population de votre État vers Lagos, où elle ira faire des travaux manuels qui ne seront autres qu'un gaspillage de ressources humaines. Acceptez. Une fois acceptée, cette ressource humaine retournera dans votre État et contribuera au développement. Mon observation sera de supplier les médias, que ce soit la presse écrite ou électronique, de nous accompagner, d'informer les Nigérians sur ce que nous faisons et ce dont ils ont besoin de faire afin qu'ils nous aident à atteindre nos objectifs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Également, merci pour votre engagement et pour toutes les gouttes de paix que vous avez partagées depuis juin 2022, lorsque nous avons lancé les gouttes de paix pour la grande initiative de la muraille verte. L'année a été marquée par 3 grandes conférences. Il y a d'abord eu la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification COP15 à Abidjan. Ensuite, il y a eu la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP27 à Dar es Salaam. Et en ce moment, il y a la Convention des Nations Unies concernant la diversité biologique, la COP15, qui se déroule à Montréal. Et dans toutes ces conférences, ce que nous avons observé est que la Grande Muraille Verte est vraiment l'un des projets principaux et phares, démontrant que les activités de terrain, que la coopération gouvernementale et les contributions de tant d'organisations et d'individus peuvent faire la différence. En fait, cela fait une grande différence. Alors, merci beaucoup pour votre merveilleux travail et toutes vos précieuses contributions. Et par la présente, je voudrais vous souhaiter du fond du cœur, ainsi qu'au nom de toute l'équipe, une très belle célébration de fin d'année. C'est une période spéciale, un moment spécial pour peut-être vérifier comment l'année s'est déroulée et ce que nous pouvons faire l'année prochaine, et aussi pour être reconnaissant pour tout ce qui a eu lieu, qui s'est passé.
Et puis nous souhaitons une belle année 2023, qu'elle soit prospère et très verte. Ensemble, faisons de la Grande Muraille Verte une réalité. Tout le meilleur et merci beaucoup. Avec mes salutations de paix, Om Shanti. À l'année prochaine.